est préparée et de toute façon, est-ce que aujourd'hui, elle a les moyens pour pouvoir entrer dans le cercle vertueux du développement, qui est une question essentielle pour son avenir. Est-ce que vous y voyez des éléments qui prouvent cette évolution? Ben, j'ai une vision, je dirais, à la fois optimiste et pessimiste. Bonjour, mon invité aujourd'hui est Jean-Paul de Godemar, universitaire, économiste. C'est quelqu'un qui a été dans plusieurs ministères au niveau le plus élevé et surtout, il était aussi recteur de l'agence universitaire de la francophonie. Il vient de publier un livre qui s'appelle Au cœur de la nouvelle guerre froide, l'Afrique. C'est un véritable essai dont on va parler. Bonjour. Bonjour. D'abord, j'ai envie de vous dire, qu'est-ce qui explique cette envie d'écrire ce livre? C'est un sujet difficile, c'est un sujet qui exige, avec l'ambition que vous avez eue à l'écrire, qui exige beaucoup d'infos et surtout une vision précise et globale de l'Afrique. Comment vous avez procédé alors? Alors de plusieurs façons, parce que l'Afrique au fond m'intéressait à plusieurs titres. Ma rencontre, si je puis dire, avec l'Afrique date d'il y a pas mal de temps et elle s'est encore améliorée quand j'ai été recteur de l'agence universitaire de la francophonie, puisque, comme vous le savez, beaucoup d'universités africaines sont membres de l'agence universitaire de la francophonie. On peut estimer qu'il y avait au moins 300 universités africaines qui en étaient membres, francophones pour la plupart, mais d'autres non francophones ou avec une partie simplement francophone. Donc cette entrée par l'université m'a donné en fait à voir bien autre chose de l'Afrique. Et en particulier des choses touchant peut-être plus à mon premier domaine, qui est le domaine de l'économie. Oui. Parce qu'à travers l'université, ce qu'on voit, c'est non seulement l'université en elle-même, mais c'est tout ce qui tourne autour de l'université, et en particulier la question des compétences, la façon dont un continent ou tel pays à l'intérieur du continent comment est-ce qu'il fait pour se doter de compétences dont il a besoin pour se développer? On va entrer dans le cockpit pour pouvoir détailler un certain nombre de thèmes, mais je voudrais m'attarder sur cette problématique que porte le titre d'ailleurs. Au cœur de la nouvelle guerre froide, l'Afrique. C'est-à-dire que comment expliquez-vous cette nouvelle guerre froide et comment elle s'articule et qui en sont les maîtres? Alors, si vous voulez, c'est ça un des changements intéressants, je dirais, de l'Afrique aujourd'hui. C'est qu'on est passé, il n'y a pas si longtemps d'ailleurs, il y a 60 ans, avant les indépendances, on est passé à un système où, au fond, les puissances coloniales se disputaient l'Afrique. Bon, ce qui remonte maintenant même à la fin du XIXe siècle, avec la fameuse conférence de Berlin. Et depuis les indépendances, on est passé à un système où les puissances coloniales sont restées quelque temps, mais où aujourd'hui l'Afrique est le terrain de jeu, je dirais, de bien d'autres puissances, et en particulier des puissances qui s'affrontent par ailleurs dans d'autres parties du globe, qui sont ce qu'on appelle les grandes puissances ou les grands blocs aujourd'hui, c'est-à-dire d'un côté, je dirais, les États-Unis et l'Europe, et de l'autre, la Chine, la Russie, et puis un certain nombre d'outsiders importants, que peuvent être l'Inde, la Turquie, enfin un certain nombre d'autres pays qui essayent de jouer leur jeu, face à un continent qui est un continent qui, évidemment, attire beaucoup d'appétit, parce que c'est un continent fantastique, au sens où... D'abord, c'est l'avenir de l'humanité du point de vue de sa démographie. Oui, mais bon, ça, c'est des propos valables tout le temps. Mais vous, pour incarner vos propos, comment expliquez-vous et comment s'explique cette guerre froide
menée autour des pays africains et de ces richesses? Ben, d'abord parce que ces puissances qui arrivent en Afrique ces dernières décennies, d'abord se disputent les richesses, effectivement, et en particulier ce dont regorge le sous-sol africain, c'est-à-dire les richesses minières. Et ce qui est intéressant, c'est que ça concerne notamment des métaux qui n'ont pas forcément, ou des minerais qui n'ont pas forcément été intéressants, je dirais, pour les puissances précédentes, notamment tout ce qu'on peut appeler ces minéraux stratégiques, qui permettent aujourd'hui la transition écologique, par exemple. Bon. Donc c'est cet appétit nouveau pour des puissances qui en ont besoin, je pense à la Chine en particulier, c'est ça cette première transformation. Et la question que je me suis posée à travers ça, et qui rejoint la question de la guerre froide, c'est que dans le même temps, est-ce que l'Afrique a profité au fond de ce mouvement ou non? Bon, et la réponse, elle est clairement aujourd'hui non. Mon confrère Antoine Glaser parlait, il disait dans un de ses livres, l'Afrique est mondialisée du fait même que les plus puissants sont dans son salon, qui sont en train de patienter pour pouvoir accéder aux dirigeants et avoir des parts de marché. Que pensez-vous de Non, je pense image? que c'est une formule tout à fait intéressante. L'Afrique est effectivement très mondialisée, mais je dirais elle l'est d'une certaine manière malgré elle. C'est-à-dire que ce n'est pas forcément parce qu'elle l'a voulu de cette façon-là. Je pense que beaucoup de pays africains, et en particulier, disons, la jeunesse africaine, aimerait sans doute que ça se passe autrement. Même si elle est elle-même très mondialisée. J'ai toujours été très frappé de voir à quel point la jeunesse africaine est très familière de l'usage des réseaux sociaux, du numérique. Bon. Donc tout ça est assez impressionnant, à la limite presque plus impressionnant que ce qu'on voit ailleurs. Bon. Mais il faut rajouter donc mondialisation malgré elle. Bon. Et c'est ça c'est ça, moi, qui m'a intéressé. Est-ce que l'Afrique est préparée et de toute façon, est-ce que aujourd'hui, elle a les moyens pour pouvoir entrer dans le cercle vertueux du développement, qui est une question essentielle pour son avenir? Est-ce que vous y voyez des éléments qui prouvent cette évolution? Ben, j'ai une vision, je dirais, à la fois optimiste et pessimiste. Je veux dire par là que je crois qu'elle n'est pas préparée suffisamment aujourd'hui, en particulier parce que trop de pays africains négligent ce qui est pour moi essentiel dans le fait de rejoindre ce cercle vertueux, c'est-à-dire leur système éducatif. Bon, je crois qu'il y a une dimension absolument essentielle dans ce domaine sans lesquelles on ne peut pas se développer, c'est très clair. Bon. Et ni les gouvernements africains, pour la plupart, on ne peut pas généraliser, mais en tout cas pour la plupart des pays, ni l'aide internationale, quand elle persiste en tout cas, n'ont su, à mon avis, favoriser ce vecteur absolument essentiel qu'est le vecteur éducatif. Bon. Il y a certainement il y a des choses importantes, mais celui-là, il me paraît absolument décisif. Et de ce point de vue, je pense que l'Afrique n'est pas préparée à ce à quoi elle doit être préparée, notamment dans son industrialisation. Oui. Il ne peut pas y avoir d'industrialisation. Ce que j'appelle industrialisation, c'est tout simplement le fait de transformer, par exemple, les minerais en une industrie, au lieu simplement de se contenter de les envoyer par mer en général. Bon, pour ça, il faut des compétences. Bon. Et l'Afrique actuellement n'a pas suffisamment, ou les quelques rares compétences qui existaient et qui ont pu être formées là-bas ont eu tendance à partir. L'Afrique, pour se rendre compte de son poids, c'est 1,3 milliard d'habitants, 54 États. Et bientôt 2 milliards. Oui, 54 États. Plusieurs régions, 5 régions, et même l'Union africaine ajoute les diasporas comme la 6e région. C'est-à-dire qu'il y a un certain nombre d'éléments qui peuvent être des atouts, mais est-ce que l'Afrique véritablement a conscience
de cette dimension pour pouvoir intégrer dans son évolution ce schéma? Bon, je pense que c'est là qu'il faut évidemment regarder les choses un peu plus finement, parce que tous les pays ne sont pas Oui. dans la même situation. Mais enfin, globalement, si vous m'interrogez globalement... non, mais je voudrais des précisions, parce qu'on parle des Afriques, comme quoi il y a des trajectoires différentes, mais peut-être pourriez-vous nous en dire un peu plus sur ce sujet? Oui, alors, on peut en dire, c'est pour ça que je parlais des compétences qui sont nécessaires à acquérir. Bon, alors de ce point de vue, dans les parties de l'Afrique en tout cas que je connais le mieux, bon, en Afrique de l'Ouest par exemple, je considère que, sauf exception si vous voulez, tant qu'on n'aura pas mis le paquet véritablement sur le système éducatif, on n'y arrivera pas. Bon. Parce que, pour des raisons qui tombent sous le sens, hein, par rapport à ce que sont actuellement les économies africaines. Bon, les économies africaines qui ont des maigres budgets d'État, qui consacrent une bonne partie de ce budget d'ailleurs à d'autres choses que l'éducation, hein, qui concernent notamment beaucoup d'argent et de moyens à la sécurité, hein, pour des raisons qui sont liées aux différents conflits qui existent. Bon. Et donc, même dans une partie, en plus une partie dans laquelle la France a joué un grand rôle, hein, comme l'Afrique de l'Ouest ou éventuellement l'Afrique centrale, on se rend compte que de ce point de vue, on a raté la décolonisation, me semble-t-il en tout cas. Hein. Est-ce que le mouvement de souverainisme qu'on observe, cette envie d'être dans une forme d'indépendance et d'affirmer son existence et sa personnalité, est-ce que ça peut être un facteur, un aiguillon pour pouvoir aller vers ce mieux de la prise en compte du destin de l'Afrique? Alors ça pourrait l'être, bien sûr. Ça pourrait l'être, mais en même temps, on est dans un souverainisme un peu factice, dans la plupart des cas. Parce que, justement, dans le développement même des États, si vous voulez, on le voit bien, par exemple, avec ce qui se passe au Sahel, par exemple, et la génération de juntes militaires qui y est née, on voit bien que ces régimes, outre le fait qu'ils se trouvent face à un danger djihadiste très, très important, on voit bien que ils ont tendance, enfin on se demande parfois s'ils ne vont pas passer d'une dépendance à une autre. Parce qu'ils ont besoin justement ils ont besoin de ressources dont actuellement ils ne disposent pas et dont le contexte local fait qu'ils ont du mal à en disposer. Donc, surtout, il y a un bradage. On brade les ressources. Ben, c'est ce qu'on appelle, c'est ce que les économistes appellent une économie de la rente. C'est ça. Hein. C'est-à-dire les gouvernements perçoivent... On dit des rentes, c'est un terme générique, mais ce que rapporte, ou une partie plus exactement de ce que rapporte le minerai, mais comme ils n'ont pas la possibilité de transformer eux-mêmes et de passer à une économie qui soit une économie d'industrialisation, eh bien, ils ne touchent que cette rente, qui est évidemment très insuffisante par rapport à leurs besoins, par rapport aux emplois dont les jeunes ont besoin. Hein, il faut quand même se souvenir que les 2 tiers de la population africaine a moins de 35 ans, c'est-à-dire a besoin justement de ces ressources sous une forme qui ne soit pas simplement une rente, qui en plus est une rente, pour la plupart, en grande partie du moins, accaparée par les élites actuelles. Oui. Est-ce qu'il y a moyen de pouvoir accompagner l'Afrique et comment? Parce qu'au fond, c'est un continent qui a besoin d'appui, d'expertise. Est-ce qu'aujourd'hui, on a le temps, dans cette concurrence mondialisée, dans cette géopolitique torturée, comment est-ce que l'Afrique a le temps de bénéficier de cet accompagnement? Alors, je pense d'abord qu'il faudrait que... Bon, je parle en toute humilité, hein, parce que je ne suis pas là pour donner des leçons à qui que ce soit, hein, mais dans les analyses, en tout cas, que je propose, il me semble d'abord qu'il faudrait absolument... Il faut un nouveau type de gouvernement dans les pays africains. Je pense qu'il y a évidemment cette pression des pays néocolonisateurs, je dirais, au fond de l'Afrique, mais il y a aussi la responsabilité des gouvernements africains eux-mêmes que d'arriver, je dirais,
à une relation avec ces puissances-là qui soit d'une autre nature que cette économie de la rente. Bon. Et ça suppose, de ce point de vue, des accords qui soient plus égaux. Hein. Vous savez, il y a 60 ans, on parlait des échanges inégaux. Bon, on en parle un peu moins aujourd'hui, mais il n'empêche qu'il demeure tout intact. Bon. Oui, mais malheureusement, ça reste de l'incantation. Quand on regarde, par exemple, l'Union européenne et l'Afrique, les accords, on voit que c'est vraiment des accords iniques et des accords inégaux et qui posent problème. Absolument. Je crois qu'on peut tout à fait dire ça. Mais prenons un exemple simple, hein, qui est par exemple le minerai qui est exporté par la Guinée, hein, qui a la chance d'avoir des minerais de cuivre très, très importants. Bon. D'aluminium très important, et qui donc doit toucher quelque chose comme, des chiffres approximatifs, 5 € la tonne en exportant ça par bateau. Bon. Alors que s'il y avait une transformation locale avec les moyens qui seraient mis en place, je veux dire, c'est pas 5 € par tonne, ce serait évidemment beaucoup plus, parce que la Guinée pourrait se transformer en pays exportateur de métal, plus simplement de minerais. Bon. Donc c'est un exemple, et on pourrait en citer évidemment beaucoup d'autres. La RDC est un exemple très important. La RDC, par exemple, qui est quand même un des pays producteurs de cobalt, par exemple, très important, ou de tantal, ce qui explique une grande partie de la guerre au Kivu. Bon, mais c'est un pays menacé de désintégration à cause de ces matières premières. Mais absolument, absolument. C'est-à-dire, on pourrait presque imaginer, si vous voulez, que s'installerait au fond dans les différentes parties de la RDC, qui est un pays immense, un pays continent, on pourrait presque dire, installe au fond leurs concessions, et puis que la RDC serait une espèce d'État un peu fantôme. Bon. Et on est menacé par ça. Enfin, la RDC est menacée par ça, parce que justement, on est face. Je veux dire, il n'y a aucune forme, je dirais, d'opposition véritable, parce qu'il faut quand même bien le dire, toutes les observations démontrent à quel point la corruption est un mal endémique. Hein, et que ce système d'économie de la rente est un système qui, évidemment, corrompt beaucoup. Oui, mais il y a un corrompu et un corrupteur. Absolument, absolument. Ben, et vous avez tout à fait raison. Le corrupteur, simplifions un peu, ce sont les grandes puissances qui... Hein, et le corrompu, c'est ceux qui en bénéficient directement. Mais ce qui souvent pose le plus de problèmes, c'est la façon à quel point cette inégalité première, qui est celle de l'échange dont on vient de parler, s'accompagne d'un autre type d'inégalité, c'est la mauvaise répartition de ces richesses qui, au lieu de bénéficier aux populations, ne bénéficient qu'à une partie évidemment beaucoup plus modeste. Bon, et donc ça suppose une transformation profonde, je dirais, des systèmes. Moi, là où je suis un petit peu plus optimiste, c'est que j'ai tendance à penser qu'il viendra forcément un jour où on pensera véritablement une vraie décolonisation dans tous les domaines. Temps, ça. Ben, écoutez, ça fait déjà 60 ans quand même que les indépendances ont été prononcées, donc ça fait l'équivalent de presque 3 générations. Bon, la 3e génération montre par certains aspects qu'elle a envie de changement. Hein, et en particulier, ce qui me frappe beaucoup, c'est que cette génération dénonce beaucoup la corruption de ces élites. Bon. Et donc, quand on entend ça, quand on voit ça, on se dit que, bon, il y a quand même une bribe d'espoir. Bon, on parlait d'aménagement du territoire l'autre jour. Tout à l'heure, on parlait d'aménagement du territoire. Bon, il y a des parties entières de l'Afrique, notamment d'Afrique centrale, en Ouganda, par exemple, mais dans la région des Grands Lacs, où la question de l'aménagement du territoire est essentielle. Et on voit des jeunes, voire des très jeunes, qui sont un peu l'équivalent, si vous voulez, des Greta Thunberg en Europe, hein, c'est-à-dire qui se dressent contre ce massacre, on peut dire, des territoires et la façon dont ça force les habitants à partir, hein, à émigrer, d'ailleurs pas forcément en Europe ou en Amérique, mais en Afrique, à bouger en Afrique. D'ailleurs, le déplacement des populations en Afrique est très impressionnant. Oui, mais surtout,
comment aujourd'hui désamorcer la bombe démographique. Il y a beaucoup de jeunes et qui sont au chômage. Est-ce qu'il y a dans l'expérience des autres, est-ce qu'il y a des expériences transposables pour, en tout cas, venir en aide en termes d'exemple à l'Afrique? Je crois qu'il y a des exemples transposables et je crois surtout qu'il y aurait une façon intelligente de faire de l'aide internationale. C'est-à-dire, en particulier, ce qui manque beaucoup à l'Afrique aujourd'hui, c'est ce qu'on pourrait appeler la formation professionnalisante. C'est-à-dire des formations qui, au lieu d'être des formations générales et très théoriques, soient des formations qui s'appuient sur des équipements, s'appuient sur des formations pratiques. Bon, aujourd'hui, et c'est là où mon expérience universitaire est intéressante, c'est quand j'ai visité quand même énormément d'universités en Afrique, et je me suis rendu compte à quel point, justement, on a beaucoup de mal aujourd'hui à former un ingénieur, à former un médecin, à former des techniciens de toute nature. Je prends un exemple qui est intéressant aussi, c'est dans le domaine agricole. On est quand même dans ce paradoxe considérable que l'Afrique a tout pour pouvoir se nourrir elle-même. Or, en fait, elle ne le peut pas, elle n'y arrive pas, parce qu'elle est obligée d'importer notamment beaucoup de blé, et notamment de Russie et d'Ukraine, ce qui renvoie à un autre type de problème. Bon. Mais alors qu'elle en serait tout à fait capable. Mais si on regarde ce que sont les écoles d'ingénieurs agronomes, vous n'en avez pratiquement pas en Afrique. Vous en avez une au Bénin, vous en avez un petit bout au Sénégal. Bon. Comme si vous voulez, tout se passe comme si on avait pensé l'Afrique comme n'ayant pas besoin d'ingénieurs agronomes, mais éventuellement simplement de paysans qui cultivent la terre de manière un peu artisanale. Bon. Est-ce que les institutions comme l'Union africaine, la CEDEAO, l'UEMOA, ces institutions sont capables de prendre le relais et d'apporter des solutions, en tout cas à cet immobilisme par rapport aux urgences africaines? Écoutez, si je suis franc et sincère, je ne le crois pas. Je ne le crois pas. D'un certain côté, que l'Union africaine existe, c'est une bonne chose, bien sûr, mais la question, c'est que fait-elle, et est-elle capable, justement, d'impulser? Alors, elle a une certaine audience dans des cercles internationaux, ça lui permet de participer au G20, des choses comme ça, mais si on regarde ce qui se passe en Afrique, elle est quand même en grande partie réduite à l'impuissance, comme le sont malheureusement d'ailleurs aujourd'hui, à cause de la crise du multilatéralisme, beaucoup d'institutions internationales. Bon. Les organisations sous-régionales comme la CEDEAO, comme l'UEMOA, je pense, sont actuellement également en grosse difficulté. Bon, prenez par exemple un sujet qui est un sujet important, qui est la question monétaire. Bon, on voit bien que cette hypothèse qui avait été lancée de sortir du franc CFA pour arriver à l'éco, on voit bien que c'est un système qui actuellement ne marche pas. Et sans doute ne peut-il pas marcher parce que, d'abord, peut-être certains États n'en veulent pas vraiment, ce qui est une première hypothèse. Et la deuxième, c'est parce qu'on s'est tellement calqué sur des modèles de type européen pour l'euro que la plupart des États peuvent pas en fait répondre aux différents critères. Bon. Donc ces structures sous-régionales sont elles-mêmes en crise aujourd'hui, et la CEDEAO est un bon exemple, puisque il y a quand même 3 pays qui ont quitté la CEDEAO. C'est pas n'importe lesquels, mais enfin 3 pays. Le Mali, le Burkina Faso. Les trois juntes militaires, les Niger, bon, et puis d'autres se posent des questions. Même le Sénégal se pose des questions, la Guinée sans doute aussi. Bon. Et donc on voit bien que ce sont des organisations sous-régionales qui du coup ont beaucoup de mal évidemment à assumer, je dirais, ce que doit être leur rôle, même si par ailleurs il y a des choses très intéressantes qui restent et dont il faut souhaiter qu'elles restent, qui est par exemple la liberté de circulation, ce passeport qui permet aux Africains de l'Ouest de pouvoir se déplacer sans trop de problèmes. Bon. Mais tout ça est petit à petit remis en cause, et c'est là votre question, la souveraineté pose à la fois question et intérêt. C'est que, je commençais par dire que ça présentait un certain intérêt, mais en même temps ça pose question, parce que si ça signifie qu'on va voir ces blocs de pays se fermer les uns par rapport aux autres,
ça va poser un problème par rapport notamment à ce grand rêve de l'Union africaine qui était le marché unique africain, la fameuse ZLECAf, comme on l'appelle, hein, cette zone de libre-échange pour l'Afrique. Bon. Mais on est très loin actuellement de ce marché unique. Et alors ce qui est intéressant d'ailleurs, c'est qu'on n'en est pas si loin en termes de liberté de circulation des hommes, oui, mais on en est très loin en termes de liberté de circulation des marchandises et des biens. Peut-être pour se donner une idée optimiste et sortir de l'afro-pessimisme que vous venez d'évoquer dans vos analyses, quel est l'élément qui peut nous raccrocher à cette envie de faire? Je crois de ce point de vue, c'est quelque chose que j'écris d'ailleurs dans ce livre, je crois qu'effectivement tout ce qui peut permettre aux pays africains de s'unir véritablement. Bon. Alors pas forcément les 54 pays d'un seul coup, hein, mais je dirais par exemple par sous-région, mais ça peut être aussi des dessins de régions un peu différents de ceux qu'on a connus jusqu'ici, hein, parce qu'il y a quand même toutes sortes d'éléments nouveaux qui sont intervenus, bon, mais qui se constituent et qui permettent de faire bloc par rapport, je dirais, à ce qui est actuellement encore une dominante de pillage. Hein. Bon, je pense que c'est plus difficile à faire pour un pays qui serait isolé, bon, et c'est là où sa souveraineté elle pose question, mais je pense que c'est beaucoup plus jouable quand on est rassemblé. Bon, par exemple, il y a en Afrique australe, c'est la SAPC, je crois, une des sous-régions, bon, qui, à mon avis, fait un petit peu mieux front que d'autres. Bon. Oui. Parce qu'elle s'est justement dotée d'un certain nombre d'institutions. Alors, elle a par ailleurs les mêmes défauts qu'ailleurs. Hein. Il y a autant... Bon, le Kenya, par exemple, est un pays intéressant parce qu'il y a eu justement cette génération Z qui s'est manifestée. Bon, mais en même temps, elle s'est dotée d'institutions, peut-être d'ailleurs parce que le Kenya y joue un rôle leader, qui sont peut-être un peu plus en mesure de négocier des accords. Bon. Mais ça reste quand même pour l'instant insuffisant. Mais je crois que c'est une absurdité, surtout si en même temps, je vous dis, on met le paquet sur l'éducation. Eh bien, je recommande particulièrement la lecture de votre livre « Au cœur de la nouvelle guerre froide, l'Afrique » aux éditions L'Harmattan. Merci d'avoir pu vous exprimer et donner cette analyse sur une Afrique qu'on souhaiterait puissante et rayonnante. À bientôt, au revoir.